Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité. Nous sommes très heureux de recevoir pour vous ce matin Maître Justin Dongbe-Roundé. Bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue de l'éducation, vous êtes métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Vous êtes le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Bienvenue, bonjour. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir et pour conduire l'entretien avec moi, puisqu'on parle d'un sujet assez pertinent, mais assez spécial ce matin, Kadera Chirou. Bonjour. Bonjour Nadège Dibon, Monsieur Justin Dongbe-Roundé, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes sociologue de l'éducation, alors quelle analyse faites-vous du système éducatif national? Oui, l'analyse que je peux faire du système éducatif national, au plan objectif, c'est l'actualité, c'est-à-dire les enseignants de la maternelle, du primaire, du secondaire et de l'université sont pour les uns et les autres dans des luttes revendicatives. Ça fait déjà quelques semaines. Et ils se retrouvent en face d'un gouvernement qui a mis en place un mécanisme de dialogue. Est-ce que ça porte, est-ce que ça ne porte pas? C'est que les citoyens du Bénin sont en train d'observer. Ce qui me paraît plus profond, Oui, plus profond à souligner, c'est que ce qui nous arrive aujourd'hui, on a connu ces moments, ces mêmes périodes de débrayage, ça fait quelques années déjà. Peut-être sous ce régime, on en connaîtra, ou d'autres régimes, on en connaîtra. Ça montre un peu la fragilité du système lui-même. Mais ce qui est important, c'est de regarder les acteurs avec beaucoup de compassion, beaucoup de tristesse, et se demander est-ce que les uns et les autres savent réellement les mobiles de leurs propres actions. Et là, je retourne aux années 50 pour constater que depuis 7 ans, dans ces moments-là déjà, oui, il avait été prévu des plans secrets pour gérer le système au niveau du monde, et notamment des continents comme le nôtre, considérés à tort comme étant l'un des derniers continents. Et une série de projets aussi macabres les uns que les autres, donc des projets, ça fait 12 projets, ont été mis en place. Ce n'est pas connu du grand public. Et le projet qui parle spécifiquement de l'éducation, c'est le projet 6. Et ce projet 6 a pour définition abétisation de la population. Et quand on dit abétisation de la population, vous comprenez que le programme d'enseignement, le programme d'éducation doit aboutir à rendre les gens bêtes. Et il faut que ceux qui sont des initiateurs de ce projet puissent se donner un horizon d'exécution. Ils ont prévu que ça devrait avoir lieu, ça devrait terminer en 1990. Donc, supposant qu'en 1990, que ce soit au niveau du continent africain, comme d'autres continents qui ont été mis dans le même sac, que les hommes doivent être rendus bêtes. Alors quand vous regardez successivement les actes qui ont été posés, depuis 1990, à partir de la conférence qui a eu lieu en Thaïlande, après à Dakar en 2000, et puis ce qui est arrivé récemment avec ce partenariat qui a été mis en place, toujours au niveau de Dakar, juste pour dire accompagner le système éducatif au niveau de l'Afrique, vous comprenez que ceux qui ont fait l'option de gérer de loin les systèmes d'éducation en Afrique travaillent dans l'ombre pour y arriver. Alors ce qui fait objectif, je dis bien ce qui fait objectif de ce projet, c'est clairement exprimé, c'est empêcher le public de réfléchir. Empêcher le public de réfléchir. Quel fait? Pour avertir les gens. Parce que si vous était clair dès le départ. Oui. Donc ici, empêcher le public de réfléchir et de se poser intelligemment des questions sur sa condition et sur la manière dont la société est organisée et dirigée. Donc, ça veut dire que vous voulez avoir des pays où les gens ne s'intéressent même pas à leurs conditions, où les gens ne réfléchissent même pas du tout et ne cherchent même pas à savoir comment ils sont gouvernés et dirigés. Ça, c'est prévu depuis les années 50. Mais vous verrez très bien que
les grandes luttes pour les indépendances au niveau de certains pays en Afrique. Et puis, jusqu'en 1936, avec le fameux document, hein, Le meilleur du monde, écrit par Aldous Huxley, et qui a servi pratiquement de base pour la mise en place des politiques africaines, dont je parlais de 1936, peu avant. Donc, vous comprenez qu'il y a derrière ce qui se passe au niveau des systèmes d'éducation en Afrique, il y a derrière des plans cachés, des plans secrets. Et ça doit pouvoir nous déterminer dans la lecture des mouvements même qui se produisent, que vous soyez au niveau de Ouagadougou, que vous soyez au niveau du Bénin, au niveau du Togo, au niveau de tous les pays, même de l'espace francophone, vous devez comprendre qu'il y a une résistance. Il y a une forte résistance dans la mesure où, que ce soit les enseignants, que ce soit les étudiants, que ce soit les élèves, donc les acteurs ne veulent pas être mis dans le sac, c'est-à-dire être rendus incapables de réfléchir, ne pas se poser des questions sur la manière dont ils sont dirigés et sur la manière dont la société est organisée et gouvernée. Donc, de ce point de vue, les mouvements eux-mêmes apparaissent comme une progression et non une régression. Alors, le deuxième volet, c'est dans l'objectif fixé par le projet, c'est de rendre le public facilement manipulable. En faisant quoi? En faisant en sorte que les gens soient dans l'incapacité d'analyser les phénomènes qui se produisent même devant eux. Alors, à partir de ce moment, si des acteurs dans un état donné commencent par analyser, il faut les encourager. Ça veut dire le continent africain est dans une résistance. Et il faut encourager cette jeunesse qui brave les péripéties et qui veut réserver un continent autre que celui que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Donc à ce point de vue, que ce soit au niveau du Bénin, au niveau de Ouagadougou, au niveau d'ailleurs en Afrique, Sénégal et partout, il faut féliciter cette jeunesse, il faut encourager, féliciter ces peuples qui traversent là. Alors je vais peut-être dire deux choses pour terminer par rapport... Qu'est-ce qui concourt à cette déchéance que nous vivons aujourd'hui? Ce qui concourt, c'est que dans le projet, il a été même prévu de faire en sorte que l'éducation donnée aux couches inférieures soit du plus bas niveau possible. Mais qu'est-ce que les gens réclament? Ils disent de meilleures conditions d'études. Ça veut dire que ça sonne en porte-à-faux avec même ces moyens qu'eux veulent utiliser. L'autre élément, pour terminer peut-être, c'est réduire le budget de l'éducation publique et laisser se développer dans les écoles des conditions de chaos et d'insécurité qui rendent impossible un enseignement de qualité. Alors vous regardez, on va vous dire qu'il n'y a pas d'argent pour recruter les enseignants. Et devant un enseignant, on place peut-être 90 gosses, 110 parfois, et même sur le niveau des amphis, au niveau de nos universités, un seul professeur va se mettre à parler dans un monde d'environ 500-600 personnes. Alors, quand c'est comme ça, ceux qui sont derrière, eux, ils sont conscients que vous ne pouvez pas aboutir à quelque chose de qualité. Et puis l'autre chose, ils ont dit, pour terminer, limiter la diffusion des concepts les plus puissants concernant l'économie, la sociologie ou la philosophie. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire si vous ne savez pas réfléchir? Et ce qui pousse à réfléchir, c'est la philosophie. Et regardez comment c'est traité même dans nos collèges aujourd'hui. Je ne sais même pas si ça a une place dans les programmes au niveau de l'enseignement primaire. Alors, conséquence, nous devons en fait, toute raison garder, pas forcément jeter la pierre à X ou à Y, mais que les acteurs s'asseyent et qu'ils aillent beaucoup plus loin, beaucoup plus avant, pour découvrir que les origines de ce qui nous arrive aujourd'hui, et ça peut continuer à nous arriver plus tard, si on ne prend pas les précautions, ce qui nous arrive, c'est qu'il y a des mains macabres qui veulent gérer les systèmes d'éducation au niveau du continent africain. Donc voilà la lecture que je pourrais faire, juste pour demander aux différents acteurs, que ce soit du côté du gouvernement, que ce soit du côté des travailleurs, qu'il n'y a pas d'argent ou il n'y a pas d'argent, il y a d'argent ou il n'y a pas d'argent. Il faut que les gens s'asseyent, comme ils sont en train de le faire, chercher à discuter, mais que les uns et les autres se sentent tous concernés, c'est-à-dire les gouvernants comme ceux qui ne sont pas du mécanisme de la gouvernance. On fait de l'action. Voilà, donc il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils réfléchissent et qu'ils se disent, mais c'est trop sérieux ce qui nous arrive. Et regardez l'avenir avec beaucoup de compassion, beaucoup de tristesse, et dire si nous ne faisons rien maintenant, nous sommes en 2018, qu'est-ce qui va advenir en 2030, en 2050, en 2100?
Les autres ont déjà fait leur plan. Mais nous, ce n'est pas évident que ce plan, sur la durée, soit déjà fait. Donc c'est ça la crainte qu'il faut nourrir. Alors, éveil du potentiel et maîtrise de la destinée, il est important d'être éveillé, ou bien d'éveiller son potentiel. Oui, absolument, absolument. C'est pour cela que vous avez créé l'ISEP, donc l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. Oui. On va en parler un tout petit peu. Oui, la mission de l'ISEP, c'est de participer à l'édification d'un monde où les hommes vivent mieux, gèrent eux-mêmes leur destin. Quand ils vont gérer eux-mêmes leur destin, il faut qu'ils assument pleinement leurs devoirs citoyens et qu'ils jouissent de leurs droits civils et politiques. Nous, c'est notre ambition. C'est quand même fort, hein? Quels sont alors les domaines d'action? Oui, les domaines d'action, c'est d'abord là où les gens ne sont pas libres. Ça nous préoccupe. Mais ça nous préoccupe. Et pour être libre, il faut avoir forcément à se connaître. Ça part de là. Et pour se connaître, il faut forcément se révéler à soi-même. Donc l'ISEP estime que le premier domaine, c'est révéler l'individu à lui-même du point de vue de ses capacités intrinsèques. Vous verrez des gens, ils ont fait peut-être une école d'économie, ils ont le doctorat et tout ça, mais vous leur donnez de l'argent, vous leur mettez l'argent à côté, ils vont voler. Ils vont voler. Mais cependant, ils connaissent les règles. Vous verrez très bien des gens qui ont fait les meilleures écoles militaires, mais dès qu'il y a un petit trouble, c'est le plus peureux. Donc ça veut dire qu'il faut que l'individu puisse être révélé à lui-même. Et à ce point de vue, nous mettons en place une batterie de tests capacitaires, rien que par exemple pour la mémoire. Il faut savoir comment la mémoire de l'individu fonctionne. Du point de vue de l'organisation de son fonctionnement à partir de son intérieur. C'est ça que nous appelons le test d'identité individuelle. Il faut qu'il le sache. Il y a des gens, quand vous les voyez, ils sont tout le temps stressés. Ils sont souvent dans l'émotion. Il faut vérifier le système de régulation au niveau de leur cerveau. Mais si vous leur dites comment ils sont et ce qu'ils sont et ce qu'ils devraient être, c'est sûr, ils vont devoir chercher le chemin. Vous êtes des journalistes très émérites. C'est peut-être votre métier. Maintenant, s'il se trouvait que ce n'est pas votre métier et que vous avez forcé pour y arriver, même si vous avez de l'argent, c'est évident que l'argent ne servira pas à grand-chose. Vous n'allez pas vous sentir heureux avec, parce que vous n'êtes pas dans le couloir de vie qu'il vous faut. Donc l'ISEP, en fait, vous révèle un certain nombre de réalités, je dirais, mais qui vous déterminent. Je prends le cas des gens qui ont souvent peur de s'exprimer dans le grand public. Ils ne connaissent pas les types d'orateurs qui sont. L'ISEP essaie d'établir pour ces gens-là un test et dire, ah oui, c'est parce que si vous avez peur souvent, c'est parce qu'il y a ci, c'est parce que... Donc, les tests capacitaires sont innombrables. Et ça, c'est notre premier domaine d'action. Le second domaine, c'est que généralement, les gens, ils sont en souffrance. J'espère que vous savez ce que la souffrance. Vous n'allez pas me demander ce que c'est. Tout à fait, nous savons. Mais toujours est-il que... type de souffrance. Oui, quand les gens sont en souffrance, non, allez dans les hôpitaux aujourd'hui. Quand vous allez dans les hôpitaux, tous ceux qui sont là, c'est des gens qui souffrent. Et même avec les médecins qui les traitent. Les médecins, même, ils souffrent. Même, la plupart du temps, ils souffrent même beaucoup plus que même les malades. Et les parents, ceux qui accompagnent cela, sont aussi en souffrance. Donc, c'est pour dire, ce qui fait un peu comme prévalence négative, c'est la souffrance que les gens partagent. L'ISEP dit non, il faut atténuer. À défaut d'éradiquer, il faut atténuer. Et nous mettons en place un certain nombre d'espaces. C'est-à-dire, vous vous sentez concerné par la souffrance, vous demandez à rencontrer le maître. Le maître vous écoute. Ça, c'est un espace de consultation. Donc, je vous écoute, vous posez votre problème. Et nous avons notre approche qui est tout à fait différente de l'approche médicale classique, occidentale, je veux dire. Et nous parvenons à vous suggérer. On n'ordonne pas. Comme à l'hôpital, c'est des ordonnances qui prennent. Mais ici, nous nous conseillons. On vous dit, si vous faites ceci ou vous faites cela, ça pourrait aller mieux. Alors, le tout dépend de la nature du problème, de la nature de la souffrance. Mais toujours est-il que nous parvenons souvent, et dans la plupart du temps, à apporter les solutions idoines. Je vais juste donner un exemple. Voilà ce monsieur. C'est un grand monsieur connu de la place béninoise. Il a son enfant qui a fait de très brillantes études et il était encore dans une des universités au Canada et il rentre voir son papa à Paris et il tombe malade. Le réflexe, c'est qu'il faut l'amener à l'hôpital. C'est le bon sens, ça. On l'a amené à l'hôpital, Georges Pompidou. Pour ceux qui connaissent Georges Pompidou, c'est vraiment, vraiment de qualité.
Pendant 5 mois, l'enfant n'est pas sorti. Donc il a fallu que mon frère Virgile Arissou, certainement que vous connaissez, c'est lui qui m'a dit, mais maître, j'ai un ami qui vit à Paris, dont l'enfant est malade. Je lui ai dit, donne-moi son nom. Il m'a donné son nom. J'ai fait mes calculs rapidement. Et je l'ai appelé, j'ai dit, bon, mon frère, toi tu dis que l'enfant, il est où? Il est à Paris. Tu as dit non. Je dis non, moi je ne l'ai pas vu là-bas. Tu as dit, il est dans telle chambre, machin, pavillon. Il m'a dit, oui, non, il n'est pas là. Il est à l'entrée de Ouidah. Donc l'enfant était à l'entrée de Ouidah. Alors c'est étonnant. C'est là que moi je l'ai localisé. Et c'est là que je suis allé dialoguer avec les gens. Mais ce que je dis, la médecine classique occidentale, soit elle française, cubaine, américaine, ne peut pas. C'est la métaphysique seule qui peut régler ça. Et j'ai dit à mon frère, je ne veux rien comprendre. Fais l'effort de me chercher tel produit. Je n'ai pas besoin que tu viennes me voir avec. Va déposer ça à tel endroit. Il est allé déposer. Péniblement. 48 heures après, l'enfant, il sort de l'hôpital. Alors, des eux à nous, métaphysiciens, qui a gagné. Alors donc, je vous dis, l'enfant m'a été ramené de là-bas, bien portant. Bien portant. Donc c'est pour dire, ça par exemple, c'est un cas de souffrance. Et les souffrances, c'est innombrable. Et les solutions que nous mettons en place souvent, c'est qu'il arrive des fois où je fais ce que nous appelons la téléassistance. Dans le cas de cet enfant, je n'ai pas besoin de me déplacer pour aller, je n'ai pas besoin de le voir. Mais on met en place un mécanisme pour assister. Et c'est la téléassistance. Si les gens sont arrivés à la télémédecine, à la télédétection et consorts, c'est qu'ils savent utiliser les mécanismes invisibles pour aller le plus loin. Sinon, le téléphone, ce n'est que cet aspect invisible où je prends mon combiné, l'autre, il est en ligne, on ne se voit pas, mais on se parle. Ça veut dire que c'est des réalités qui existent. L'autre élément sur lequel je vais, en dehors de la téléassistance, il y a parfois des produits. Des produits, un individu X qui vient, qui se retrouve vibratoirement, un peu comme dans le creux de la vague. Il faut lui proposer peut-être des nettoyants. Il faut lui proposer peut-être des stimulants de son système vibratoire. Et s'il a besoin peut-être d'être renforcé, il faut lui proposer peut-être des renforçants. Donc nous avons une série de produits comme ça, dont le mouchoir magnétique, parce que souvent les gens me demandent, mais c'est quoi? Voilà un outil qui n'a, ça vous paraît comme une petite toile, mais pour nous autres, c'est un mouchoir magnétique. Ça veut dire quoi? C'est suffisamment magnétisé. Mais vous ne pouvez pas voir comment c'est magnétisé. Et c'est sur cette base, par exemple, que vous appelez mes frères, mes soeurs. Votre parent, il est aux États-Unis, votre parent, il est à Parakou, pendant que vous êtes à Cotonou. Peut-être votre parent, il est à Lomé, etc. Vous sollicitez les frères et les sœurs et vous dites qu'il faut aller l'assister. Ça devrait pouvoir répondre. Ça devrait pouvoir répondre. Et quand vous allez dans la Bible, même au niveau des actes 19, vous verrez bien que l'apôtre Paul, il avait même utilisé le mouchoir pour apporter des solutions même aux malades. Donc c'est pour dire, ce n'est qu'une continuité. Ce n'est que la suite de ce qui avait été dans le cas du mouchoir. Et je suggère que si des gens ont des problèmes sérieux, des problèmes auxquels ils n'arrivent pas à trouver des solutions, ou des solutions précaires qui ne sont pas des solutions durables, il est intéressant, je suppose, qu'ils viennent peut-être expérimenter, essayer l'ISEP. J'espère qu'ils auront les solutions. Ensuite, il m'a demandé de lui parler des domaines. Je vais m'en tenir peut-être au 3e ou 4e. Oui. C'est que nous préparons ceux qui veulent au métier de métaphysicien. Et je rappelle que aussi nous préparons des citoyens qui veulent s'adonner au métier de métaphysicien. Nous essayons également de les préparer. Et là-dessus, je dirais, c'est une formation. Et ça dure, ça fait 5 cycles. Et un cycle à 6 mois. Et nous avons un cycle préliminaire. C'est comme si mon ami il veut devenir étudiant à l'ISEP. Nous considérons qu'il lui faut 6 mois d'adaptation. Il va se dégager de tout ce qui est scorie dans la vie ordinaire et tout, avant d'entrer maintenant dans l'initiation. Et dans l'initiation, c'est qu'on le prend pendant 4 cycles fondamentaux. Et là, lui-même, il comprendra qu'il est vraiment passé par le vrai scanner. Parce que ce que nous faisons au niveau de l'ISEP, c'est d'apprendre à gérer les émotions. Et c'est d'ailleurs ça qui fait la mission principale de l'homme sur la Terre. Vous n'allez jamais voir une situation ou bien ça vous amène la tristesse, ou ça vous amène la joie. Ou vous avez faim, vous êtes rassasié, ou vous êtes content, ou vous êtes mécontent. Donc ce n'est qu'une ambivalence permanente.
Et toutes les situations que vous allez vivre sont des situations qui vous conduisent à gérer vos émotions. Alors l'ISEP vous dit, dès que vous venez, on va vous apprendre tout simplement à modifier votre état d'être. Modifier son état d'être. Ensuite, on va vous apprendre à modifier votre façon de concevoir la vie. Et enfin, on va vous apprendre à modifier votre façon d'agir. Si vous trouvez dans ce périmètre à 3 axes, c'est que vous êtes sauvé. Vous êtes sauvé. Et ça vous permet d'entrer dans le cycle fondamental. Alors on vous remet, dès que vous venez, on vous remet des dossiers. Des dossiers, je prends cet exemple-là, c'est le dossier 1. Vous avez à l'étudier pendant 30 jours. Il y a un ensemble de sujets avec des secrets qui sont rattachés à ces sujets-là. Comment, par exemple, il faut être créateur de sa vie. Ça, c'est des secrets qui sont rattachés là-dedans. Comment vous devez, si vous avez souvent peur de contacter les personnes les plus importantes, selon vous, quel est le mécanisme que vous devez utiliser? Vous êtes timide et vous n'arrivez vraiment pas à vous départir de votre timidité. Il y a des secrets, etc. Donc, au même moment, vous découvrez les grands axes de gestion de notre monde et vous vous situez là-dedans. Voilà un autre dossier. Ça, c'est le dossier 2, par exemple. Vous avez ça, vous allez travailler pendant un an, pendant un mois. Ouais. Et puis, vous venez prendre le dossier 3, ainsi de suite, jusqu'au dossier 6. Et au dossier 6, vous préparez un mémoire, vous soutenez devant un jury, et puis, à la fin, si c'est bien, on vous donne une attestation de fin de formation, et vous recevez cet outil que nous appelons le décor. Donc, c'est un drapeau symbolique, et le jour où moi, je vais vous remettre votre drapeau, je vous dis, va à l'assaut des souffrances sur la terre. Donc, ça veut dire, si vous prenez cet outil, et vous avez un parent, un ami, un proche à vous, qui se trouve dans des situations inextricables. La médecine a essayé, les bocaux l'ont essayé, la prière a essayé, ça n'a pas marché. Vous prenez cela, ça paraît comme un truc singulier, mais non. Vous, on vous apprend comment il faut l'utiliser, et vous pouvez intervenir à distance pour l'intéresser. Tout ça, ça rentre dans l'atténuation des souffrances des hommes sur la terre. Et puis l'autre élément, tantôt quand on a parlé de l'éducation, oui. Je suis revenu sur les objectifs. Nous avons dit qu'il faut apprendre aux gens à réfléchir. Il faut apprendre aux gens. Beaucoup de gens sont dans la souffrance aujourd'hui parce que simplement ils ne savent pas bien réfléchir. Ou ils réfléchissent mal, ou ils réfléchissent peu. Il faut les aider. L'école, c'est un domaine d'action pour nous. Parce que tel que c'est là, ça ne peut pas apporter du mieux à nos États. Il faut démolir le système qui est là. Il faut bâtir notre école, mais qui repose essentiellement sur les données de la vie. C'est pour ça que nous parlons donc de l'école de la vie. De l'école de la vie. Ensuite, un autre domaine dans lequel nous intervenons, c'est qu'il faut faire en sorte que tous les acteurs qui se disent être du développement, on devrait pouvoir les aider à avoir une autre conception de la vie. De manière que tout ce qui se retrouve dans les mystères, les vibrations, l'énergie, qu'ils puissent intégrer ça à leurs recherches, à leurs analyses et à leurs actions. S'ils y parviennent, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Alors, désormais, les gens comprendront, comme ces paysans d'un village du Nord, les gars, ils sont allés, ils ont mis un projet, ça marche. Mais leurs maîtres sont venus donc de l'Europe pour évaluer, et il se trouve que celui qui est sur le projet à Cotonou, qui a amené l'équipe d'évaluation, était très heureux de ce qu'il a fait. Alors donc ça marchait très bien, et les gens étaient en train d'évaluer, c'était un peu comme sous un arbre, et il y avait un villageois qui était à distance. Et c'est lui qui a intéressé le psychologue de l'équipe. Il dit, mais pourquoi lui, il est seul là-bas? Et on l'a fait venir, on lui a posé la question, qu'est-ce qu'il pense de ce projet? Il dit, mais oui, c'est comme ça que les gens se comportent, qu'ils sont en train de se mentir tous. Mais on dit, mais pourquoi ils sont en train de se mentir? Ils disent, mais que les types qui sont venus ici dans leur village ont dit qu'ils vont mettre en place un système d'élevage, les poissons. Et le type dit, mais que eux, ils sont tout en train de manger la viande, qu'ils n'ont jamais demandé à manger du poisson. Déjà, ça sonne en porte-à-faux avec même les objectifs du projet. Et puis un autre se lève et dit,
Au niveau de l'agriculture, vous avez simplement souhaité qu'on fasse des sortes de sillons pour éviter la dégradation de nos terres. Ça marche. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que la façon dont vous demandez de creuser dans nos champs, c'est que ça ressemble à des tombeaux. Nous, on ne va pas accepter faire ça dans nos champs, c'est pour ça qu'on a boycotté. Aussi simplement. Donc, c'est pour dire que nous devons faire en sorte que tout ce qui relève de la recherche, ce qui relève de l'analyse, tout ce qui relève de l'action, qu'on puisse intégrer à ça des éléments que nous appelons les éléments du mystère. Alors, maître, vous avez fait des démonstrations tout à l'heure, et moi j'aimerais bien vous demander, en quoi vous êtes différent des religions, des sectes magiques? Bon, j'espère que vous comprenez ce qu'on appelle la religion. La religion, c'est un dogme. Bien sûr. C'est un dogme, c'est-à-dire qu'il faut croire même si vous ne pouvez pas démontrer. Voyez-vous. Mais ici, c'est que nous sommes en mesure d'abord de démontrer ce que nous faisons, ce que nous disons, et d'amener les autres à comprendre et à prendre conscience sans être obligés forcément de s'adonner, un peu comme à de nombreuses prières interminables, à admirer ou adorer un gourou, admirer ou adorer un être suprême, non. Nous nous disons, ce qui importe pour l'homme, c'est de parvenir à éveiller en lui tout son potentiel, et s'il maîtrise donc sa destinée, tout le reste devrait pouvoir aller de soi. Alors, nous allons évoluer un peu. Dans presque tous les États du monde, il existe des lois qui font obligation aux citoyens de fournir des renseignements qui, introduits dans des programmes de traitement spécifiques, permettent de leur établir telle ou telle pièce administrative. Et ça me renvoie automatiquement au test d'identité individuelle. Alors, une réponse pratique au « connais-toi toi-même ». Alors, parlons-nous-en. Oui, là, je ne vais pas aller plus loin. Je vais juste, puisque vous parlez du « connais-toi toi-même », je vais juste prendre ce document. C'est écrit par le souverain pontife Jean-Paul II sur la foi et la raison. C'est si simple. N'importe qui peut aller chercher, c'est à la procure. Alors, vous allez juste à la page 5. C'est à la page 5, c'est lui qui dit ceci, ça je vais le citer. Il dit: ce qui se présente comme objet de notre connaissance fait partie de notre vie. Oui. Le conseil « Connais-toi toi-même » était sculpté sur l'architrave du temple de Delphes pour témoigner d'une vérité fondamentale qui doit être prise comme règle minimum par tout homme désireux de se distinguer au sein de la création en se qualifiant comme homme précisément parce qu'il se connaît lui-même. Donc, c'est Jean-Paul II qui dit même aux fidèles de l'Église catholique, parce que fondamentalement, c'est à eux que lui s'est adressé, et au-delà d'eux, aux hommes de la terre. Si vous voulez vous distinguer au sein de la création comme homme, la différence, c'est qu'il faut vous connaître. Il dit, c'est ça le point de départ. Maintenant, si vous ne voulez pas vous distinguer au sein de la création comme homme, donc n'allez pas vous connaître. Alors, il l'a dit, et avant lui, Socrate l'a dit également: connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Mais je n'ai pas connu, sauf si vous m'en donnez, un outil pratique qui permet à l'individu de se connaître selon les dimensions donc, que nous avons évoquées au début ici. Alors, nous, au niveau de l'ISEP, nous avons réussi à mettre en place un mécanisme de connais-toi toi-même. C'est ça que nous appelons le test d'identité individuelle. Je vais juste vous montrer sans trop discourir. Alors voilà, par exemple, le résultat. Vous verrez dans une colonne tout ce qui a rapport au nom, au prénom de l'individu. Dans la seconde colonne, vous avez vu certainement ce que nous appelons les valeurs numériques et ensuite les orientations de vie. Je me suis abstenu de donner le nom de la famille, le nom de famille de l'individu, mais c'est un nom juste en 4 lettres. Et quand j'ai essayé d'analyser, je constate tout simplement que, bon, nous appelons ça valeur numérique de type 80, pour ne pas compliquer les choses. Mais c'est que l'individu, tous ceux qui vont porter ce nom de famille, n'ont la chance de vivre qu'au maximum une quarantaine d'années. Maximum une quarantaine d'années. Ah bon? Oui, c'est cela. Parce que le prénom lui-même, c'est une réserve d'énergie. Le prénom de l'individu, c'est une réserve d'énergie. Et la réserve d'énergie, nous sommes dans un monde ambivalent. Soit c'est bon ou c'est mauvais. Donc on a forcément des influences positives que dégage le prénom et des influences négatives que dégage également le prénom. Alors dans les influences négatives, c'est que je découvre que ce nom de famille porte ce qu'on appelle la maladie.
Donc c'est déjà une ouverture pour tous ceux qui vont porter ce prénom-là. Et les maladies vont subvenir parce que la fissure est déjà là. Et on dit chez nous, tant qu'il n'y a pas de fissure au niveau du mur, alors le magouya ne peut pas entrer là-dedans. Voyez-vous. Alors j'ai essayé d'analyser le second prénom. Le second prénom c'est Omon Leye. Excusez-moi du Omon Laye. Omon Leye. Oui. Omon Laye. Bon. Alors donc, quand cette personne est venue me voir, je remarque que sa durée de vie n'est pas éloignée de celle du nom qu'il porte. Alors, et dans ce que ça dégage comme élément positif ou influence positive, c'est un mince succès qui, en amont, déjà bascule dans ce que nous appelons l'irrésolution. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obstacles qui sont dressés sur le chemin, sur une vingtaine d'années. Il va connaître un tout petit peu d'élévation sociale, et puis paf, ça va tomber encore dans la catastrophe. Du fait simplement du prénom qu'il porte. Alors si dans le temps, quelqu'un dit, je vais faire mal à cette petite, et dit, en amont, tu verras. Ça arrive parfois quand les parents se fâchent. Ça arrive même que dans les compétitions scolaires, universitaires ou même professionnelles, que les gens disent, ça ne lui marchera pas. Le fait de l'avoir dit, c'est que ça réussit simplement parce que l'intéressé a déjà laissé l'ouverture. Il est vulnérable. Il est vulnérable, très bien. Alors, je prends le second nom, Thierry. Thierry, lui... Il prenait surtout pas la dèche. Nicadet aussi. Ah bon. Donc, c'est que là, lui, il a une durée de vie plus longue. Lui, il va vivre au moins sur près de 90 années. Thierry. Et oui, Thierry, il va vivre sur 90 années. Mais vous savez ce qu'il y a? Tout ce qui est intéressant dans son existence, c'est le petit succès que Omon Leye là avait déjà, c'est le petit succès. Et puis ensuite, dans la seconde partie de sa vie, il allait rechercher les maladies que porte le nom de famille. Et finalement, dans la troisième partie, il vit des moments de destruction et de catastrophe. Mais donc, ça veut dire là aussi, tous ceux qui portent le prénom Thierry, ils sont déjà vulnérables, pour utiliser votre terme, ils sont déjà vulnérables. Alors, on commence maintenant les croisements. C'est-à-dire le nom de famille plus le nom des prénoms, le nom de famille plus le second nom de prénom et le nom de famille plus les deux prénoms. Et on voit maintenant qu'est-ce que ça dégage. Voilà un peu comment nous procédons. Et quand on y arrive, ça c'est du fait simplement des prénoms attribués à l'individu. Maintenant nous essayons de vérifier comment l'âme de la personne est influencée, comment sa personnalité est influencée. Et la résultante de l'influence de l'âme et de l'influence de la personnalité qui détermine ce que nous appelons la destinée ou la force de l'individu, on essaie de faire des calculs. Et en fin de compte, nous sortons un diagramme à deux variantes. Il y a des variables dans le diagramme, il y a des constantes dans le diagramme. Tout ça, c'est une initiation qui permet en fait donc de calculer. Et quand nous y arrivons, nous découvrons donc très heureusement la personne que nous avons en face et nous terminons cet exercice par des conseils qui sont des conseils généraux. Alors, vous voulez vous marier, attention, vous êtes dans tel couloir de vie, mariez-vous avec telle femme si c'est un homme, ou mariez-vous avec tel homme si c'est une femme. Si vous ne trouvez pas cela et que votre ménage n'est pas naturellement combiné, vous pouvez déterminer une certaine compatibilité. Vous allez chaque fois vous chahuter, mais ça ne va pas se briser. Mais si vous évitez, vous n'avez pas la chance de ces deux couloirs, et vous vous retrouvez dans un autre couloir que nous appelons le couloir à problème pour vous, c'est que votre vie matrimoniale, elle sombre complètement. Alors, on vous donne des conseils et on vous dit, dans l'année, quel est le mois qui vous paraît le plus favorable possible. Et ensuite, en dehors de ce mois, quels sont les jours possibles de chacun des 11 autres mois pour réaliser des projets intéressants votre vie. Et en fin de compte, on essaie de voir les jours de la semaine qui vous sont favorables et puis enfin, les numéros qui vous sont favorables. Pas pour aller jouer à la loterie, mais pour votre sécurité. Par exemple, vous avez votre numéro de téléphone, c'est 95, 80, etc. C'est que ça, la résonance, on vous dira est-ce que ça vous permet de faire des affaires, est-ce que ça vous permet de faire quoi avec votre numéro de téléphone, ou bien alors vous voulez voyager, vous voulez entrer dans l'avion. Même si ça devait faire un crash, si vous êtes assis là où vous devriez être assis, c'est que vous pouvez sortir vous autres. Donc, voilà un peu ce que nous mettons dans le test d'identité individuelle. Je le dis aussi
simplement comme ça, parce que souvent, je dis bien souvent, les gens ne se connaissent pas. Et si je retourne au niveau de l'école, quel est le mécanisme mis en place pour que les enseignants connaissent les enfants? C'est le nom, le prénom, la date et le lieu de naissance, parfois la taille, on s'en occupe parfois. Et puis donc, les enfants, ils nagent dans un système, ils ne connaissent pas celui qui est en face d'eux, et celui qui est en face, qui devrait enseigner les enfants, lui aussi, il ne les connaît pas. Et puis finalement, tout le monde nage comme ça, à vue, jusqu'à la fin donc, du parcours. Allez-y. Oui, maître, vous l'avez déjà expliqué tout à l'heure, mais j'aimerais quand même comprendre comment procédez-vous pour produire les résultats de tests d'identité individuelle? Oui, c'est quand vous venez me voir, par exemple, c'est M. Kader, je crois, oui. Je vous remets une fiche. Vous remplissez la fiche. C'est un prénom qui a une longue vie Non. Comme tout à l'heure, vous avez évité que je parle de vous. J'avais bien voulu commencer par vous et vous allez me dire à la fin si j'étais sincère, mais je ne vais pas le prendre à défaut. C'est-à-dire, je suppose que vous êtes venu chez moi, moi je vous donne une fiche, vous mettez votre nom, prénom, date et lieu de naissance, votre profession, et puis là où vous résidez, plus votre numéro de téléphone. Ça me va. Alors moi, je rentre maintenant dans mon laboratoire. Je vais essayer en fait donc, de vous dire par exemple que les voyelles contenues dans les prénoms influencent l'âme de l'individu. Et les consonnes influencent sa personnalité. Le reste, je m'arrête là. Et c'est l'approche que nous utilisons qui reste un peu comme très cachée. Hein, ce n'est pas réservé en fait aux non-initiés. Nous commençons à faire les observations et nous vous identifions tel que vous devriez être et on vous dit c'est cela. Alors si vous doutez, ça fait tant pis pour vous, mais vous allez quand même advenir avec nous qu'il y a 90% de ce qu'on vous a révélé qui soit vrai sur votre personne. Donc voilà globalement ce que je peux... J'aimerais rebondir, j'aimerais savoir... Vous êtes très intéressé par le sujet. En ce qui concerne la consultation, c'est payant? Oui, j'espère que vous allez accepter que ce soit payant. Sauf que si ce n'est pas le cas, vous allez subventionner. C'est-à-dire, parce qu'il nous faut un local, il faut payer les agents, il y a beaucoup d'intrants. Et tout ce qui relève de l'invisible, c'est que ça n'a pas de coût. Ça n'a pas de coût. Alors ici, par exemple, il faut travailler ça. C'est un système d'incubation. Et parfois, je m'amuse à dire à mes frères étudiants, quand je sors d'un exercice comme ça, que vous me voyez, vous avez pitié de moi. Pitié, bon, oui. Peut-être une compassion, oui. Et surtout quand il s'agit de dialoguer, par exemple, avec un enfant qui est dans le ventre de sa mère. Et vous n'avez pas la mère en face. Mais vous parlez avec l'enfant qui est dans le ventre pour que l'enfant vous indique les prénoms qui sont ses prénoms de base. Alors, vous voyez, quand on sort de ce genre d'exercice, on est vraiment, vraiment fatigué. Parce que l'enfant connaît déjà ses prénoms de base? Bien sûr, c'est cela ce qui est vrai. C'est-à-dire que personne n'est venu sur cette terre sans prénom. Mais il se trouve que la culture qui est la nôtre, la civilisation très, très occidentalisée, fait que quand l'enfant naît, on va regarder les calendriers. On va regarder systématiquement, il est né un 1er juin, dit Justin. Sylvestre. Oui, voilà. Et puis, Noël. Et puis on va regarder et puis on donne les prénoms. Joseph. Et personne ne sait en fait vraiment de quoi ça répond. C'est ça en fait le mot de jour. C'est ça qui est le mode de fonctionnement. Vous me direz mot sur l'information comment ça se passe à l'ISEP, rapidement. Ok, allez-y. On est presque à la fin de la Allez-y d'abord, je vais rebondir après. L'information, c'est que si je vous dis la vie vous a abandonné et puis rien ne vous marche, vous avez le sentiment que l'argent même vous file entre les doigts, vous n'avez pas la paix et la tranquillité, vous êtes toujours malade et vous ne savez plus ce qu'il faut faire. Si c'est le cas, je dis bien si c'est le cas, il faut venir vous inscrire à l'ISEP. Si en temps vous êtes sous l'emprise des forces ténébreuses, et j'espère que vous savez ce que c'est que les forces ténébreuses. Tout à fait. C'est les forces du mal, c'est-à-dire que c'est l'invisible même. C'est comme cet étudiant, quand il était venu s'inscrire, pendant 14 ans, lui n'a fait qu'entendre des acclamations dans les couloirs de sa maison. Quand il se couche, tout le monde dort, des gens viennent se mettre à acclamer. Acclamer. On le félicite de quoi? Non, mais c'est ce qu'ils entendent tout le temps. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse ses 3 enfants plus son épouse, il prend le coucou et se met debout. Et les enfants, ils font l'effort de dormir, mais lui reste debout pour dire, il veille sur les enfants. Pendant 14 ans. Alors imaginez le traumatisme que ça a créé au niveau et des enfants et de l'épouse. Et l'étudiant en question, il nous a dit, il a tout fait, jusqu'à boire un produit fabriqué à base du règne de la vache. Voilà l'état dans lequel il était quand il est venu s'inscrire. Mais 2 semaines après, la maladie là est partie d'abord. 8 mois plus tard, acclamation et tout ça, c'est que ça a quitté les lieux. Au jour d'aujourd'hui, le 21 février prochain 2018,
ils sont en train de faire 1 an. Ils n'ont plus jamais entendu parler de ce mal. C'est ça en fait. Il faut s'inscrire. Et une fois que vous avez des problèmes, vous êtes venu vous inscrire. Je disais tantôt que d'abord on vous soumet à une série d'auditions. Il y a une équipe qui vous auditionne. On me rencontre et moi-même je vous prends en deuxième audition. Et après maintenant, il y a un jour qui est fixé, vous devenez étudiant. Et moi je vous admets dans la maison. C'est encore un rituel. Tant que je ne vous tends pas la main, c'est que vous considérez, vous êtes comme toujours dans le monde profane. Et quand je vous reçois maintenant, et je vous admets, tous les frères répandus sur toute la surface du globe, vous le connaîtront. Et automatiquement, il y a ce que nous appelons un tuteur invisible qui va se mettre à vous accompagner. Ce que vous ne pouvez pas faire par vous-même et de vous-même, lui se met à le faire à votre place. Et c'est pour ça que nous disons, vous êtes étudiant à l'ISEP, sachez simplement que vous êtes vraiment assisté à tout point de vue. Ça, c'est sans débat. Et les étudiants qui sont là, ils ont tellement fait d'expérience que si vous appelez n'importe lequel, il va commencer à vous citer, vous n'allez vraiment pas vous en revenir. Ensuite, vous êtes épargné de maladies graves. Et quand on sait ce que c'est que maladie grave, il vaut mieux courir même pour venir s'inscrire. Ensuite, l'harmonie, si vous l'avez perdue il y a longtemps, c'est que vous allez retrouver l'harmonie que vous avez perdue. Et quatrième certitude, c'est que vos opportunités d'affaires vont croître. Et la cinquième certitude, c'est que la connaissance, c'est-à-dire ce que vous n'avez jamais trouvé ailleurs, vous allez retrouver cela comme connaissance. Et maintenant, votre champ d'action va commencer à s'élargir. C'est la sixième certitude. Donc, à ce point de vue, nous disons, vu le coût même de la formation qui n'est pas du tout élevé, il vaut mieux que les Béninois, et même ceux de la diaspora, qui nous suivent, fassent l'effort de s'inscrire. Parce que c'est un espace qui atténue les souffrances. Et vous apprenez à être maître de vous-même, et plus rien ne va vous émouvoir au point de commencer à tourner dans tous les sens. Il faut un équilibre. Et l'ISEP, en fait, apporte cela à toutes les personnes qui viennent et qui deviennent ces apprentis. On a dû comprendre que l'ISEP atténue les souffrances et permet de retrouver un équilibre. Oui. Je sens que les internautes partagent également cette curiosité de ma part de vouloir connaître quand même le coût des consultations. J'aimerais également savoir si vous avez une couverture nationale. Est-ce que vous avez quand même des démembrements dans les départements du pays? Oui. D'abord, je vais commencer par la consultation. Vous nous consultez, vous payez juste 5200 francs si vous êtes sur le terrain national. Bon, souvent, tout est multiplié par 2 si vous êtes à l'international. Simplement parce que ça nécessitera d'autres mécanismes pour faire parvenir les résultats. Donc, nous avons la consultation en face à face. Comme on est là maintenant, moi, je reçois l'intéressé. Il y a ce que nous appelons la téléconsultation. Donc, l'intéressé, il est à distance, au Canada, Washington, machin, et tout le reste. Et puis, on se met en place, et puis, moi, je le consulte. Ça, c'est un autre élément. Mais ensuite, la consultation, le coût de la formation, c'est cela. Hein? Le coût de la formation, oui, le coût de la formation, c'est pour l'intérieur du pays, je crois que ça fait 140 000 francs. Et ça fait autour de 200 000 francs pour ceux qui sont à l'international. Vous payez d'abord, sur les 140 000, 20 000 francs pour votre inscription. Et vous payez 20 000 francs en plus pour votre dossier. Donc ça fait que vous payez 40 000 francs. Donc il vous reste à payer 100 000 francs. Vous morcelez ça sur 5 mensualités, vous payez 20 000 francs pendant 5 mois. Alors ça peut paraître élevé. Je m'amuse souvent à dire aux gens, vous avez à faire 200 jours chez nous. Et vous dépensez 120 000 francs. Pour les 120 000 francs que vous dépensez, je prends les 120 000, je divise par 200 jours, je retrouve 600 francs dans la journée que vous investissez. Je suppose que vous êtes marié, vous avez, si c'est un homme, il a une femme et puis 4 enfants, peut-être 16 enfants plus domestiques, ça fait 6. Donc pour investir, pour chacun, vous dépensez 100 francs par jour. Je suppose que 100 francs, c'est 24 heures. Je m'amuse à dire, je laisse même les 4 heures qui sont dessus, et même si c'est 20 heures, vous allez investir 5 francs. Et pour 5 francs, vous allez avoir 6 certitudes. C'est-à-dire, vous ne faites aucun effort, et vous êtes vraiment assisté à tout point de vue. Les maladies graves sont épargnées, etc. Sur les 6, vous prenez 5 francs, vous divisez par 6, vous avez 0,83 francs. Donc en réalité, c'est à défaut de pouvoir dire, bon, payer très cher, hein, qu'on vous dit, bon, juste contribuer. Et c'est une petite contribution qu'on vous demande. Et on est dans une dynamique de générosité.
Merci à vous, Maître Justin Domberondé. Vous avez un autre fait pour conclure l'entretien? Oui, pour conclure l'entretien, puisqu'il m'a demandé tout à l'heure de pouvoir lui dire si nous avons une couverture nationale. Nous sommes à Cotonou. Nous sommes à Cotonou, précisément derrière le marché de Sainte-Rita. Nous sommes à ce niveau au 65, 49. Nous sommes également à Porte-Novo. Et à Porte-Novo, nous sommes au 65, 48. Pour me joindre moi-même, c'est 97 26 38 03. 97 26 38 03. Nous sommes sur YouTube, Facebook et puis quoi d'autre. Là, vous allez chercher le son. Merci à vous, Maître Justin Domberondé. Oui, merci. Kader Achirou, merci d'avoir attendu l'entretien avec moi. Je rappelle que Maître Justin Domberondé est sociologue de l'éducation. Il est métaphysicien, grand initié aux lois et secrets de la vie. Il est le directeur fondateur de l'Institut spécialisé en éveil du potentiel et maîtrise de la destinée. On retiendra essentiellement que la mission est claire, participer à l'édification d'un monde où les hommes vivent mieux, gèrent eux-mêmes leur destin, assument pleinement leurs devoirs citoyens, jouissent de leurs droits civils et politiques. Et ce qui est évident, nous aurons l'occasion encore de le recevoir pour mieux comprendre ces différentes thématiques qui sont assez intéressantes. Merci à vous pour l'attention, au plaisir de vous retrouver. Au revoir et à dimanche prochain.